Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Cécile, bienvenue sur Un pour tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Épisode qu'on a prévu finalement un peu sur le fil du rasoir parce qu'on veut absolument qu'il sorte avant la sortie de Manager au sommet, l'événement virtuel que tu es en train d'organiser, dont tu vas nous parler un petit peu plus aujourd'hui. Et j'avais très envie de pouvoir te proposer de te tendre le micro pour que tu puisses nous présenter qui tu es, d'où tu viens, ce que tu proposes, ce super sommet virtuel des managers. On se connaît depuis très peu de temps, je crois que ça doit faire allez, 2 mois à tout casser, 2, 3 mois. J'avais entendu parler de toi par Émilie, coucou Émilie, puisque du coup tu avais plébiscité le jeu de cartes des valeurs, et puis de fil en aiguille, tu m'as proposé d'intervenir sur la masterclass qu'on a enregistrée il y a quelques jours, et on s'est dit que le podcast allait suivre dans la foulée. Je sais que tu as un parcours de manager, codir, je sais que tu es hyper aligné, très spontané, voilà, authentique, mais finalement je connais pas plus que ça ton parcours, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir et de pouvoir te laisser le micro. Et si ça te convient, peut-être nous dire déjà ce que tu as envie de nous dire sur toi pour que nos auditeurs et auditrices te connaissent un petit peu mieux. OK, d'abord merci beaucoup de m'avoir invitée Cécile. Ça me fait très plaisir de faire ce podcast que j'écoute depuis plusieurs mois, qui m'a appris pas mal de choses sur moi et fait découvrir des choses. Enfin, bravo pour ce podcast, j'adore. Merci, ravie qu'il te plaise et ravie que ça fasse des émules avec les différents invités. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es invité. Alors, qui Ouais, donc es-tu, il Cécile? faut que je passe de l'autre côté et que je C'est parle de ça. moi, donc c'est un exercice un petit peu plus complexe pour moi plutôt que de mettre en valeur les autres, mais je vais essayer de le faire correctement. Ce que je peux dire pour compléter ma présentation, donc oui, ça fait plus de 15 ans que je fais du management. Je l'ai pratiqué plutôt dans un contexte international, avec des équipes donc situées dans différents pays, pas mal dans le côté commercial. Donc mes équipes, ça a souvent été plutôt des équipes commerciales. Et après, sinon, au niveau de ma personnalité, je renie rien de ce que tu as dit, c'est exactement ça. Ça n'a pas toujours été le cas dans le sens où le côté spontané, moi je suis quelqu'un d'introverti. Donc le côté spontané, il m'est venu plus tard. Ça demande de la connaissance de soi, ça demande de s'accepter tel qu'on est et puis de s'affranchir aussi peut-être parfois d'un peu de timidité. J'étais une enfant hyper timide, mais vraiment hyper Ok. timide. Quand je le dis aujourd'hui, on me croit pas, mais c'est promis que c'est vrai. Je te J'arrivais à crois, je peine te crois. j'arrivais à peine à dire bonjour, non pas que j'étais pas polie ou mal élevée, mais juste parce que ça me faisait trop peur. Donc voilà, il y a eu un peu de chemin de fait, mais j'ai eu 47 ans aussi pour arriver là, donc tout se fait avec le temps. Ce que je peux ajouter, c'est que je suis un profil un peu atypique. Alors c'est un mot qu'on entend, un peu partout et qui veut pas dire grand-chose, mais moi j'ai du mal à me mettre des étiquettes. Quand je le fais, c'est plus pour, aider les autres à me comprendre. Mais moi, personnellement, ça m'apporte rien de m'étiqueter. Mais voilà, je me suis toujours sentie un peu différente, si tu veux. J'ai constaté que ça pouvait être déroutant pour moi parce que je collais pas, je rentrais pas bien dans la boîte, quoi. Et puis déroutant pour les autres. J'ai eu de la chance quand même de croiser sur ma route professionnelle et personnelle, mais on parle plus du pro ici, des gens qui ont compris. Pas forcément tout, mais qui ont accepté que j'étais différente. Et moi, petit à petit, j'ai pris conscience que c'était une grande richesse pour moi d'avoir cette différence et que probablement, en fait, c'était ça que j'avais à offrir au monde. Donc après, si tu veux, les étiquettes, on m'en a mis plein. Moi, celle que j'assume pleinement parce je pense qu'elle me correspond bien, c'est l'étiquette de multipotentiel parce que, ça te parle un petit peu, je pense? Parle bien.
parce que j'ai besoin. Ouvrage du moment de mon côté, c'est, Femmes au multipotentiel d'Élodie Crépel. Du coup, je suis en plein dedans et c'est génial. Je me le note, ça Pardon. pourrait être une lecture intéressante et parce que oui, j'ai besoin d'avoir plusieurs projets, d'avoir des perspectives. L'idée de la routine m'a toujours, déplu dans le sens où je m'ennuie facilement, donc j'ai besoin d'être stimulée, en fait. Après, on m'a collé d'autres étiquettes comme HPI, précoce et cetera. Honnêtement, j'en sais rien. Je suis jamais allée chercher à me tester pour confirmer ça parce que ça m'est égal. Quelque chose que j'ai découvert plus récemment, même si je pense que je le ressentais depuis longtemps, mais je l'ai découvert grâce à ton podcast d'ailleurs, c'est que je pense que je suis une hypersensible. Donc voilà, ça m'a expliqué pas mal de choses, si tu veux, dans mon développement personnel aussi, où j'ai commencé par être plutôt quelqu'un qui avait une carapace et qui se mettait à l'écart de toute émotion, pour finalement être aujourd'hui quelqu'un qui accepte l'émotion et du coup, ça m'a permis d'exploiter, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais dans le sens utiliser à bon escient, on va dire, une capacité d'empathie qui est super intéressante quand tu manages, entre autres. Voilà ce que je pourrais Carrément. ajouter sur moi. Carrément, chouette. Merci aussi pour ce partage et puis du coup, effectivement tes 47 ans de cheminement, sur la connaissance de toi, le développement personnel, la découverte de tes, particularités, de tes multipotentiels, et c'est chouette, c'est vraiment super chouette. Merci pour ça. Ce que je te propose, on s'était dit que ce serait chouette de pouvoir, parler de la masterclass, enfin des masterclass parce qu'il y en a pas qu'une, hein. Il y a celle qu'on a enregistrée ensemble, mais tu en as plein d'autres, en cours, enfin je crois qu'elles sont toutes enregistrées, il reste plus que les tiennes donc hâte que ça puisse sortir et être diffusé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu es arrivée à l'idée de créer ce sommet virtuel des managers? Ouais, alors en fait, dans ma carrière, il y a eu un moment où j'ai arrêté le management parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec un associé, mais avec l'idée que dans le développement de cette entreprise, il y aurait l'occasion pour moi de retrouver une force de vente et donc de manager à nouveau. Et en fait, c'était la filiale d'une entreprise chinoise et c'était super intéressant, super belle expérience de découverte de la culture asiatique et chinoise en particulier. J'ai appris un petit peu le mandarin, enfin ça m'a vraiment beaucoup enrichi intellectuellement. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte finalement que ce qu'on avait imaginé comme développement de la filiale était pas tout à fait ce que la maison mère avait en tête. C'est-à-dire, et ça se comprend, hein, il y a quand même beaucoup de kilomètres, une culture qui est différente, et même si tu fais l'effort de comprendre la culture des autres, c'est pas forcément évident pour eux de dire on délocalise le développement et on délocalise les prises de décision. Et donc, au bout de quelques années, si tu veux, je me suis rendu compte que du management, il n'y en aurait pas pour moi dans cette structure, à moins d'aller en Chine, parce que ça m'était proposé hein, aussi d'aller en Chine, et là, de prendre d'autres responsabilités en présentiel dans la maison mère. J'étais pas forcément prête à faire ce grand saut-là. J'en ai fait d'autres après, mais voilà, c'était quand même un petit peu complexe. Et au niveau, à titre personnel, c'était pas non plus le moment pour moi de partir à 10 000 kilomètres. Et honnêtement, je suis pas sûre que c'est quelque chose que je pourrais faire parce que j'ai besoin de me sentir proche de ma famille et pas de me dire faut faire 12 heures d'avion si je veux voir quelqu'un de ma famille. Là, je me suis dit bon ben voilà, j'ai fait le constat que le management ça me manquait. Et puis du coup, un jour, on est venu me chercher pour un poste de vice-président avec retour au management. J'ai pris un peu de temps de réflexion, mais ça m'a pas pris longtemps pour dire ben ouais, en fait, ça me tente bien. Et puis c'était un nouveau challenge, il y avait pas mal de paramètres. Donc voilà, j'ai vu du coup que le management pouvait me manquer et ce que ça m'avait apporté aussi à titre personnel en fait, hein, en termes de développement. Et puis l'autre chose, c'est qu'aussi comme j'ai eu un petit break de 4 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une grosse évolution de l'environnement de travail du manager. Et quand je parle d'environnement de travail, c'est moi j'ai commencé à manager en 2007 dans une société qui était plutôt une gestion un peu familiale, bien que c'était une multinationale, une grosse boîte quand même, avec une maison mère américaine, mais c'était une société, je peux peut-être citer le nom, pas gênant. Je travaillais pour Sigma Aldrich, donc qui est une société qui distribue et fabrique plutôt, on va dire, des réactifs de laboratoire, donc qui supporte la recherche scientifique à différents niveaux. Et donc, il y avait à l'époque une vision qui était une vision très scientifique, très pure en fait pour moi. Tu vois, c'était vraiment comment est-ce qu'on aide la science à avancer plus vite, à avancer mieux, à avoir des résultats et finalement à contribuer au bien-être de l'humanité. C'est un peu prétentieux dit comme ça, mais chacun contribue avec ce qu'il peut. Et donc, il y avait, j'étais très alignée avec cette stratégie-là. Et en tant que manager, du coup, c'est facile de trouver un sens et après de le répercuter à ton équipe parce que pour moi, ça fait partie du rôle du manager. Et puis, j'ai vu un changement qui s'est produit, on va dire, en 2009 par là. Après la crise des subprimes, tu vois, dans cette société, le CEO a changé, il a pris sa retraite, ça peut arriver parfois. Celui qui l'a remplacé était un financier.
Et là, après, peut-être que tout le monde n'a pas ressenti ça, mais c'est là où je l'analyse maintenant avec mon côté hypersensible en me disant peut-être que moi j'avais une sensibilité particulière à ça. J'ai eu un peu plus de mal avec le sens qu'on donnait aux choses. Et le sens, quand c'est que du profit, pour moi, c'est compliqué. Et ça veut pas dire que je comprends pas qu'il faille faire du profit, hein. Moi-même, dans mon entreprise, je cherche à faire du profit. Mais pour moi, le sens, il doit être ailleurs. Et le profit, c'est un effet secondaire bénéfique qui te permet de contribuer encore plus finalement, tu vois, de faire tourner la machine qui te permet de contribuer. Et en fait, à ce moment-là, le changement, ça a été qu'il y a eu beaucoup de pression sur le management pour faire du reporting tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour OK, moi, pas forcément utile dans le sens où, tu vois, si tu as un cycle de vente qui est de 6 mois, faire du reporting tous les jours pour regarder ce que tu as encaissé ou pris comme commande, ça me paraît ridicule. Et c'est là où j'ai eu un peu plus de mal, tu vois? Donc c'est après aussi beaucoup de réunions, beaucoup de choses comme ça qui faisaient pas forcément avancer les dossiers. Donc voilà, j'avais vu ce petit changement, mais c'était, bon, c'était encore OK parce que, si tu veux, l'entreprise avait une belle réputation, les produits étaient de qualité et ça, c'est des choses qui te rendent fier aussi de travailler pour une boîte et qui donnent du sens à ce que tu fais. Et quand j'ai rejoint une autre société, donc là, comme j'ai un peu moins de positif à le dire, je dirais pas le nom et puis, les gens iront voir sur mon LinkedIn s'ils veulent savoir. En tant que VP, là, j'ai vu l'extrême de ça, de cette gestion financière, purement financière, parce que, l'actionnaire de cette société, c'était un fonds d'investissement américain et qu'en gros, l'objectif, c'était que ça crache du fric. L'objectif, c'était ils ont racheté cette société, ils voulaient en racheter plein d'autres, ils font un conglomérat, ils revendent ça et ils s'en mettent plein les poches. Sur le principe, j'ai rien contre parce qu'ils mettent de l'argent, c'est bien et puis le projet au niveau, scientifique, bah, c'était toujours dans le domaine un peu scientifique quand même, tenait la route et était plutôt joli sur le papier, de dire de faire quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose où le client peut retrouver beaucoup plus, de choses à sa portée plus facilement. Sauf qu'en fait, après, tout dépend comment ça c'est incarné par le CEO de la boîte. Et en fait, quand le CEO l'incarne que avec le côté financier et qu'il ne parle que d'indicateurs financiers et qu'il ne te parle pas de clients, pas de collaborateurs, bah, pour moi, ça a été complexe. Et c'est là que j'ai saisi en fait la difficulté que certains managers peuvent rencontrer dans leur mission, parce que moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai essayé de donner du sens, alors que moi, on m'en donnait pas, tu vois. Et ça a été le départ en fait d'une prise de conscience de tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté pour des managers expérimentés comme moi, mais aussi pour des jeunes managers. Donc moi, je me suis beaucoup raccrochée à la gestion de mon équipe parce que c'est ce qui me plaisait. J'étais venue là pour ça hein, et pour gérer des projets. Et donc, j'ai fait pas mal de coaching avec des managers moins expérimentés et j'ai adoré ça, transmettre ce que je pouvais et puis organiser de la formation pour développer les gens, leur donner des outils en fait, pour mieux connaître les autres, tu vois, c'est la base, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ce que moi, ce à quoi j'avais eu accès dans ma carrière parce que j'ai eu la chance d'avoir un manager, qui est mon premier mentor, qui m'a vraiment, comprise et donné les moyens de réussir et d'évoluer, bah, tout le monde l'avait pas eu. Et en fait, le sommet, il est né de là. C'est j'ai fait un petit sondage sur LinkedIn et sur d'autres réseaux pour auprès d'anciens collègues, mais pas que, en demandant: «Est-ce que, à ton avis, il y a un besoin?» Et j'ai aussi, ça a cassé certaines croyances, où pour moi, dans des grandes sociétés, c'était évident que ce genre de formation qu'on va appeler développement personnel et je dirais après ce que j'entends par développement personnel, était pris en charge par l'entreprise et que ça faisait partie du parcours de développement de tout manager. Et en fait, je suis un peu tombée de haut parce qu'on m'a dit: «Bah, non» et dans des grosses, grosses boîtes, on m'a dit: «Non, pas du tout, ce n'est pas la priorité» et dans d'autres boîtes, on m'a dit: «Si tu as été identifié comme haut potentiel pour l'entreprise, oui, tu auras droit à ça, sinon non». Ah ouais, quand même. Et en fait, bah, ça a fini de me convaincre que ce que j'avais envie de proposer dans le sommet avait une valeur et pouvait aider pas mal de monde. chouette, du coup, c'est la genèse, de ton projet et ce qui t'a permis de te lancer et de te dire: «Allez go, c'est bon, j'y vais, je me lance» et alors du coup, en quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les dates, les créneaux, comment est-ce qu'on fait Ouais. pour pouvoir justement, s'abonner, avoir accès au replay ou pas accès au replay en fonction des différentes offres? Voilà, est-ce que tu peux nous dire comment tu as pensé tout ça? Parce qu'entre la Ouais. genèse et la mise en forme, il y a le plan d'action, il y a l'organisation et le plan d'action. Donc le sommet, et donc il s'appelle Manager, la réponse est en toi. Bon ça, la réponse est en toi, je sais pas si on en parlera, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est, on va dire l'histoire de ma vie, d'avoir pris conscience de ça et donc c'est vraiment, l'essence de ce que j'ai à partager aussi, de faire prendre conscience à chacun qu'on a tous les ressources qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de nous confronter à tout type de situation et qui nous permettent aussi de demander de l'aide quand on en a besoin, parce qu'on n'est pas obligé de faire tout seul, même si on a la réponse en soi. Bref, donc il s'appelle Manager, la réponse est en toi
L'idée, c'est qu'on sera 14 intervenants, proposer des masterclass, alors sous différentes formes, soit forme conférence, masterclass ou forme d'échange sur le thème développement personnel. Et c'est là que je vais dire ce que j'entends par développement personnel. C'est en fait pour moi 4 grandes thématiques. En premier lieu, c'est des outils pour mieux se connaître, parce que pour moi, c'est la base. Ensuite, c'est des outils pour être plus efficace et productif, pas dans le sens je presse le citron, mais dans le sens je me respecte et je prends des décisions qui me permettent à la fois d'être efficace et productif et à la fois de respecter mon équilibre, de me libérer du temps pour ma vie personnelle, pour ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y a quand même pas que le boulot dans la vie. Et puis le troisième point, c'est des bonnes pratiques pour résister au stress, à la pression et devenir plus résilient, en incluant des pratiques liées aux neurosciences. Ça, c'est un point qui me tient à cœur parce que je trouve que le nombre de burn-out dont on entend parler sur le marché et puis des choses que moi j'ai vues aussi dans les entreprises en termes de statistiques, d'arrêt de travail, etc., impressionnant et ça fait peur. D'accord. Effectivement, c'est des vrais indicateurs malheureusement qui alertent et du coup, toi, du coup, le sommet justement, c'était aussi donner, outiller, de ce que j'entends, hein, outiller les managers qui en auraient besoin pour mieux se connaître, mieux connaître leurs équipes, mais aussi se préserver. Ouais, c'est ça. Et le dernier point qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est plutôt des conférences de type mindset pour aider les managers à trouver leur style et à être authentiques, donc à pas se renier. L'idée étant que on parle d'un rôle de manager, mais ça veut pas dire que tu as besoin de jouer un rôle. L'idée est d'être toi-même pour durer. Et ça rejoint un peu le point 3 si tu veux, il y a quand même un fil conducteur. Mais finalement, si tu arrives à faire des choses qui sont alignées avec tes valeurs, avec qui tu es, qui te garde, te préserve un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, que tu as pas besoin de te forcer finalement, que tu peux être accepté comme tu es, pour moi, tu vas pouvoir durer plus longtemps. C'est toute l'idée de pas se lancer dans un marathon à la vitesse du sprint. Donc voilà pour les thèmes. Et ensuite, concrètement, ça va être du 6 au 10 novembre, donc ça se rapproche. C'est gratuit, donc il suffit de s'inscrire et on pourra mettre le lien d'inscription Ah oui, avec dans la plaisir, ouais. description du podcast. Il suffit de s'inscrire. À partir de là, la personne, une fois qu'elle est inscrite, elle reçoit quelques mails pour lui présenter les différents intervenants et lui permettre de patienter jusqu'au 6 novembre. Pour moi, c'est hyper dur hein, de patienter jusqu'au 6 novembre, mais donc je présume que ça peut être la même chose chez les autres, donc je donne un petit peu d'infos pour aider à attendre. Et puis, dans cette liste d'emails que les personnes reçoivent, il y a aussi les coulisses du sommet, puisque j'ai enregistré un vlog bon, qui couvre pas forcément toute la période de préparation du sommet, mais où je donne aussi bah, moi mon ressenti après les enregistrements et voilà, je voulais partager un peu de mon enthousiasme et de mon excitation. Donc il y a aussi ce vlog qui est à disposition sur YouTube, hein, même si on n'est pas inscrit. Donc voilà, du 6 au 10 novembre, inscription gratuite. Il y aura 3, on va dire conférences, même si c'est souvent plus des discussions que des conférences, mais mettons 3 masterclass par jour, à 8 heures, à midi et à 18 heures. Donc il y aura un email le matin pour toutes les personnes qui sont inscrites pour leur donner le lien des masterclass du jour, un email le soir pour récapituler et pour voir le replay qui sera accessible gratuitement pendant 48 heures. Et donc ça tous les jours. Et le vendredi, il y aura 4 masterclass, donc une en bonus pour la clôture du sommet, qui sera à 19 heures ou 19 h 30, je n'ai pas encore décidé, mais dans ces eaux-là, mais de toute façon, tout sera précisé dans le mail du matin. Et donc, toujours le replay accessible 48 heures. Pour les personnes qui veulent avoir accès au replay plus longtemps, j'ai proposé un pass qu'on appelle un pass VIP qui coûte pas grand-chose. En ce moment, il est à 27 euros. Il faut le prendre avant le début du sommet parce que c'est là qu'il est le moins cher. La semaine avant, il passe à 47 et après, dès que le sommet aura commencé, il sera à 97 euros. Il y a l'accès au replay en illimité et à vie, mais pas que. Il y a plus de presque 600 euros de bonus. Donc notamment un programme que j'appelle Brain Booster, gestion du stress, qui est un programme qui vient des neurosciences, qui est basé sur le mouvement. 5 minutes de mouvement par jour pour devenir plus résilient. Et c'est vraiment, après, je ne vais pas détailler tout, mais Tout est lié et t'as vraiment pensé aussi avec le bonus, en tout cas des bonus pour ceux qui effectivement prennent le pass pour ouais. pouvoir avoir ces accès-là. Après, voilà, il y aura aussi en bonus, j'ai prévu un e-book que j'ai écrit qui est un guide en fait, sur comment prendre soin de soi au sens large, comment je me nourris, correctement, tu vois? Pour que mon cerveau fonctionne bien, pour que mon corps fonctionne bien, parce que ça fait partie de la performance. Je vais Mm. faire une intervention, là-dessus, dans le sommet et puis il y aura, une surprise. Je vais peut-être pas la dire, je la laisserai C'est la découvrir, mais voilà. surprise. On va laisser Il y a plein découvrir, c'est il y a plein de important. choses pour aider les managers à être plus performants dans le sens aussi de se respecter et de durer. Que je Ouais. t'ai donné toutes les infos. Là, c'est toi qui vas me dire. On a les Après bon, dates, les on a le thèmes, quand.
Sur le D'aller lien de la page d'inscription, il y a tous les il y a les tout ce qui est conférenciers, il y a tous les titres des conférences, les thèmes et cetera et puis après par mail, les personnes qui s'inscrivent reçoivent le programme détaillé avec chaque jour, mmh, passe à quelle heure. Donc voilà, j'ai envie de OK. dire, il y a plus qu'à s'inscrire en fait pour en savoir Ouais, plus. il n'y a plus qu'à s'inscrire. Bon, j'espère en tout cas que ça va donner envie aux auditeurs, auditrices, qui sont amenés à manager, mais j'ai envie de dire ou qui seront un jour amenés à manager ou qui managent déjà même de manière transverse sans avoir le titre de manager. Je pense que tout ce que tu proposes en termes de contenu, les intervenants, c'est aussi une meilleure connaissance de soi et c'est pas que ça ne s'adresse pas qu'aux managers. Donc bien sûr en priorité aux managers, mais à toute personne qui un jour sera amenée à piloter, manager, de manière transverse ou directe. Donc vous pouvez, filer vous abonner en même temps, que vous écoutez ce podcast pour Ouais, pouvoir, ça concerne un peu tout le monde, en fait. Tu sais, dès que tu mmh, t'intéresses à la connaissance de soi, que tu as envie de mieux te connaître, de te développer, ça ouvre des portes à tout le monde. Après, c'est vrai que moi, j'ai ciblé plus particulièrement les managers parce que si tu veux, dans les présentations, il y a aussi un côté pratico-pratique qui va venir aider les managers dans leur mission, concrètement, mais ça peut intéresser tout le monde. En tout cas, on et refuse personne. oui, tout le monde est accepté. Venez comme vous êtes. C'est ça. C'est OK. Bon, bah, chouette. En tout cas, j'ai hâte d'avoir les retours aussi, il y a une super énergie dans tout ce beau projet, donc je souhaite que ça puisse faire des émules et qu'il y ait, un maximum d'inscrits pour pouvoir, bénéficier de tout ce contenu, donc c'est vraiment, vraiment chouette, vraiment Là, tu chouette. sais, on est déjà à presque 400 personnes inscrites, Super, c'est top, quoi. Ouais. génial. Ouais, ouais, carrément. Je sais que l'objectif est à 1000, donc on y croit, on y croit, on y croit. Ouais, Allez-y, cliquez, inscrivez-vous. j'ai mis un objectif ambitieux, hein, ça c'est mon côté Ouais, manager. mais c'est bien, t'as raison, faut quand même objectiver. Faut quand même objectiver. C'est chouette, c'est déjà un super bel effectif et puis ça va continuer à se développer, donc c'est top, top, top. Avant qu'on passe aux questions un peu plus classiques du podcast, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur toi, ton parcours, le sommet, qui te semble important, de partager avec nos auditeurs et auditrices? Bah, peut-être un peu plus sur ma conception du management, tout ce que ça m'a apporté. Ouais. J'en ai un petit peu parlé, mais je peux peut-être rentrer un peu dans le détail là-dessus. En fait, je t'ai dit qu'à un moment, bah, je me suis rendu compte que le management, ça me manquait. Ça me manquait parce qu'il y a un côté où atteindre ses objectifs tout seul, c'est facile, enfin, c'est plus facile et c'est pas très challengeant. Donc, c'est plus intéressant finalement de rajouter un peu de piment en disant: «Pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin que mon équipe atteigne ses objectifs» et c'est-à-dire que moi, en tant que manager, je dois leur donner les moyens de les atteindre et c'est cette partie-là qui est intéressante. Après, l'autre partie qui me manquait, c'était aussi l'idée d'aider les gens à se développer, d'aider les gens à grandir et ça, c'est, en fait, c'est quelque chose qui fait très plaisir. Quand tu vois quelqu'un qui prend confiance. Moi, j'ai accompagné, dans mon parcours managérial, des commerciaux qui commençaient tout juste leur carrière commerciale, qui avaient aucune formation commerciale et en fait, de leur donner confiance, de les accompagner en clientèle, de les aider quand ils avaient besoin, mais surtout de débriefer sur ce qui avait été bien fait, ce qu'on aurait pu améliorer, mais toujours dans la bienveillance et tu vois, pour leur donner des graines à semer en fait, hein, pour grandir, bah, je trouve ça super intéressant et après, bah, ta plus belle récompense, je trouve, en tant que manager, c'est quand tu vois ces gens qui arrivent à prendre leur envol et tu fais: «Waouh! En quelque sorte, j'ai contribué à ça et je suis contente, quoi». Contente, fière, enfin, tu mets l'adjectif que tu veux derrière, mais c'est pas une question d'ego, peut-être un tout petit peu, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment l'impression d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que soi et dire: «Bah, j'ai passé le relais à quelqu'un». Ça, c'était puissant, de tout temps, ça a été puissant, mais j'ai envie de dire, plus je vieillis et plus je ressens ce besoin-là de partager, de transmettre et d'aider, en fait. Alors aider, des fois, c'est mal, interprété parce que pour certaines personnes dans nos cultures, occidentales, c'est compliqué de demander de l'aide et Ouais. c'est dommage. Et c'est dommage, mais voilà, le management, moi, ça m'a apporté parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'ai aidé les gens à grandir, j'ai grandi moi-même et que ça va aller te chercher aussi, tu vois, quand tu as des difficultés à communiquer avec des gens, bah, forcément, c'est toi que tu remets en question, tu vas comprendre aussi. Finalement, tu découvres plein de choses sur toi. Quand tu réagis fortement à des situations, tu vois, tout comportement qui est un peu excessif, ça veut dire que derrière, on a touché à une blessure ou quelque chose comme ça et c'est toujours intéressant de l'identifier, même si ça peut faire mal, hein, et ça demande un effort et tout ça, bah, le management, il te permet aussi d'y accéder si tu as envie. C'est-à-dire d'aller toi te confronter avec, tes zones d'ombre en quelque sorte et une fois que tu les as mises en lumière et ben, tu vis mieux avec, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça que je voulais faire passer comme message, tu vois, dans le sommet. C'est moi ce que j'entends aujourd'hui, c'est que les managers ont du mal à être épanouis dans leur job et je
trouve ça dommage que c'est vraiment un job vocation, comme tu pourrais le dire de l'enseignement, par exemple, tu vois? C'est un job vocation qui te nourrit tellement, mais je pense qu'il faut que les entreprises comprennent aussi que c'est pas la promotion que tu donnes pour faire plaisir. Il faut que tu choisisses des gens qui en ont envie parce que c'est un job hyper exigeant aussi et Ouais. si tu en as pas envie, ça va être compliqué Mmh. d'avoir cette exigence-là et de réussir donc. C'est sûr. Merci beaucoup pour ce complément qui, du coup, prend beaucoup de sens aussi dans qui tu es toi et ce pourquoi le sommet aujourd'hui a vu le jour. Donc, je te souhaite de semer plein de petites graines, de continuer à transmettre tout ça pour d'autres, d'autres managers. Et effectivement, je partage aussi ton ressenti. On est même tout le temps, nous aussi, en apprentissage, hein, même quand on manage, quand on est aguerri, on Tout à continue à fait. apprendre des choses au contact des équipes. Donc, c'est super chouette. Si ça te va, on va passer aux questions un peu plus habituelles du podcast, Oui. que tu connais du coup, puisque tu es une auditrice aussi du podcast. Donc là, c'est pareil, ça va être ton moment. On en a déjà un petit peu parlé, mais quand on dit être aligné, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que tu mets derrière et à quoi ça te renvoie? Moi, ce qui me vient quand je pense à l'alignement, c'est surtout, le côté énergie. C'est plutôt mon ressenti, en fait, de comment je sais si je suis alignée ou pas Mmh, et pour moi, c'est lié à l'énergie que j'ai. Si je suis alignée et pour moi, l'alignement, c'est du coup surtout par rapport à mes valeurs ouais. parce que, bah, mes valeurs, mes limites, si tu veux, je les ai longtemps cherchées et je pensais que j'allais tomber sur des limites du genre: «Ah ben c'est bon, t'as appris tellement de choses que maintenant tu peux plus, genre t'as saturé ton disque dur» et ça, bah, non, j'ai pas trouvé ça comme limite. J'ai trouvé des limites quand mes valeurs étaient pas respectées et là, j'ai vu que ça devenait très dur d'être motivé, très dur de trouver l'énergie pour faire ton job et que tout devenait une contrainte et que, voilà, c'était vraiment sur l'énergie que ça se portait et inversement, et c'est aussi pour ça que j'ai monté ma société LRT Consulting. C'est pour m'assurer que je respectais mes valeurs. C'est moi qui donne la direction de l'entreprise, donc en théorie, je C'est devrais sûr. respecter mes valeurs et depuis, honnêtement, l'énergie, elle est là tout le temps et je me lève le matin, j'ai pas l'impression de travailler parce que derrière le travail, on pense toujours au côté laborieux, voilà, labeur, quoi. J'ai pas ça, j'ai plus ça. L'énergie, elle est là juste parce que je fais des choses qui m'éclatent, je fais des choses qui m'animent, qui ont vraiment du sens pour moi et que je m'autorise à faire ce que je veux. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de changer de projet, je change de projet. Et cette liberté-là, elle concourt à cet alignement dont j'avais besoin. Et voilà, pour moi, c'est lié à l'énergie. Et top, top, top. Quel conseil tu nous donnerais ou quel conseil on t'a donné qui te semble pertinent pour être soi-même ou rester soi-même? Parce que je pense qu'il peut y avoir cette nuance-là aussi. Je sais pas si on m'a donné beaucoup de conseils là-dessus. Je pense que je me suis un peu construite toute seule. Je dirais, pour être soi-même, il y a un travail préliminaire qui consiste à s'aimer. Alors, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais c'est pas si facile. Et enfin, moi, dans tous les gens que je croise, que j'aide en coaching dans différents contextes, il y en a pas beaucoup qui s'aiment. Notamment au niveau des femmes, mais peut-être parce qu'elles le livrent plus. Donc, je dis pas que les hommes sont exclus de ça, hein, mais j'en vois beaucoup qui sacrifient tout à leur famille et qui trouvent ça normal. Et quand tu leur dis que prendre soin de soi, ça doit être la priorité, si tu veux prendre soin des autres, elles tombent un peu des nues. Ou alors elles le réalisent à 55, 65 ans. Donc la première étape, en fait, pour accepter d'être soi-même, pour être authentique, en tout cas pour moi, ça a été d'accepter mon imperfection. Ouais. Accepter mon imperfection, c'est me dire, c'est grâce à mes imperfections et à mes «défauts» entre guillemets, que je suis unique. Et finalement, est-ce que c'est pas ça que j'ai à apporter au monde? Parce que si on est tous identiques, on apporte tous la même chose. D'abord, c'est un peu plate, comme diraient les Québécois. Tout le monde apporte la même chose, tout le monde est remplaçable, ça fait très robot, quoi. Et est-ce qu'en tant qu'être humain, ce que j'ai à apporter, c'est pas justement ma différence et mon unicité? Et une fois que tu as accepté ça, finalement, tu acceptes d'être imparfait et donc d'être authentique et d'être toi-même parce que finalement, tes imperfections, c'est ta richesse et c'est ce que tu as à apporter au monde. Voilà ce que je dirais. Ouais, merci de ce partage-là aussi. Il y a, le podcast est aussi un podcast de réseau parce qu'il y a beaucoup de liens qui se font entre les invités, les différents membres qui écoutent, hein, la communauté d'auditeurs et auditrices. C'est quoi le réseau pour toi? Qu'est-ce que tu mets derrière et comment tu l'entretiens, ton réseau? Si tu l'entretiens ou si tu as l'impression de l'entretenir d'ailleurs. J'ai pas forcément l'impression de l'entretenir parce que dit comme ça me ferait penser à quelque chose qui est planifié ou tu vois, j'ai des moments réseau. Moi, je suis dans l'authenticité et la spontanéité là-dessus, mais vraiment à 100 qui est un obstacle parfois parce que j'ai beaucoup de mal à planifier ma communication sur les réseaux, par exemple, parce que j'ai besoin que ça soit spontané, que ça vienne du cœur de, voilà, la réflexion du moment que j'ai envie de partager et de la même façon, en fait, sur,
mon réseau et l'organisation du sommet, ça a été, aussi un exemple de ça. Moi, c'est l'élan du cœur, quoi. Tu vois, quand, Émilie m'a montré ton jeu de cartes, elle m'a dit: «Ah mais il faudrait que tu la rencontres Cécile, vous allez bien matcher». J'ai dit: «Ouais, ouais, OK». On a discuté et avant même qu'on discute, j'avais une intuition que ça serait cool que tu participes au sommet, que tu avais vraiment quelque chose à apporter et ça n'a fait que se confirmer quand on a parlé ensemble et tu vois, moi, c'est comme ça que j'entretiens mon réseau, en fait. C'est je suis attirée par des gens et c'est vraiment l'élan du cœur et je le suis. Donc c'est des discussions parce que finalement, je m'entoure de personnes avec qui j'ai envie de travailler depuis que je suis à mon compte. Bah, ça fait partie des comment dire? Du pacte que j'ai passé avec moi-même. C'est tu fais ce que tu veux et tu t'entoures de personnes avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu as plaisir à échanger et du coup, forcément, tu attires d'autres personnes qui font partie des gens qui vont apporter quelque chose. Tu vois? Tu t'apportes ton enthousiasme, tu apportes un autre point de vue et puis finalement, on se retrouve sur des valeurs communes et je veux dire, c'est comme ça que j'entretiens mon réseau, c'est plus en suivant, ce que la vie peut m'apporter comme opportunité de rencontre. Le côté cœur aussi, écouter, ton intuition, mais écouter aussi le côté intuitif et affect, j'y vais, ça me enfin voilà, je sens qu'il y a quelque chose à faire et puis du coup ça se fait. Ouais et puis après, bah, concrètement, je fais partie de plusieurs réseaux d'entrepreneurs. Un réseau qui s'est créé il y a pas très longtemps, qui est là où j'habite, sur les Abrets, qui s'appelle Elle, E2LES, qui est un réseau féminin et qui a pour but, bah, de créer du lien entre les entrepreneurs en milieu rural, puisqu'il y a des difficultés qui sont liées à la ruralité et qui font que des fois, bah, la communication peut être plus complexe. On a moins de ressources, disponibles sur place, donc l'idée étant de se mettre ensemble pour être plus forte. Et puis Mmh. je fais partie du réseau aussi Bouge ta boîte, depuis avril ou mai, voilà et donc de temps en temps, je me suis pas engagée dans un cercle local parce que ça me faisait trop de contraintes en fait, mais je vais au cercle de l'Isère et puis j'ai plaisir à rencontrer du monde et là aussi je fais de belles rencontres, tu vois? Carrément, je savais pas que tu étais une bougeuse aussi. Moi aussi, je suis une bougeuse du coup, donc c'est rigolo. Enfin, un autre Un point point commun. commun, tu vois? Ouais. Mais ouais, encore, voilà, on aurait pu se croiser sur le workplace. Ouais. Trop chouette. Est-ce qu'il y a un livre que tu me conseilles, un ou des livres, BD, podcasts, supports, quelque chose que tu aimerais nous partager, qui t'inspire, en ce moment? Parce que j'ai bien compris que tu étais tout le temps en quête de nouveaux apprentissages, nouvelles découvertes. Qu'est-ce que tu auras envie de partager avec les auditeurs, auditrices? Alors c'est une question à laquelle j'ai dû réfléchir, je t'avoue, Ouais, parce que je suis une grande lectrice, donc des ouais. livres, marquants, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Qu'est-ce qui pourrait être un livre, inspirant en lien avec le thème et que Ouais. peut-être tu as déjà lu? Et en fait, j'ai choisi, Mmh. Le Grand Saut de Gay Hendricks. Ah, je l'ai pas lu du tout et je le connais pas, tu vois? Ah, bah, Trop bien. écoute, moi quand on me l'a conseillé, je me suis dit: «Oh, encore un livre de développement personnel, laisse tomber quoi, ça doit être chiant». Et en fait, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et il m'a aidé à pas mal de prises de conscience. Gay Hendricks, c'est un psychologue ou psychiatre, je sais plus. Enfin voilà, c'est le genre de profil, psychothérapeute. Il définit très bien ce qui est, la zone de génie. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière et donc il explique très bien la différence entre zone de génie, zone d'excellence, zone de confort et zone d'incompétence et en fait, connaître ça, c'est déjà super top et il t'explique aussi que la zone de génie, c'est pas naturel d'être dedans parce qu'elle fait peur et ça demande un effort de vouloir rester dans sa zone de génie. Ça parle beaucoup quand tu es entrepreneur, mais je pense que ça peut aussi beaucoup parler aux managers, surtout quand tu commences à avoir des équipes conséquentes. Le concept de zone de génie, il peut te permettre de déléguer plus facilement parce que l'idée, c'est de passer du temps là où tu as le plus de valeur à apporter à ton équipe, à l'entreprise, à ce que tu veux, à ton projet et je trouve ça intéressant de dire: «Arrête». C'est une approche finalement assez pragmatique de dire: «Arrête de passer du temps dans des zones où tu as pas ou peu de valeur et où potentiellement quelqu'un dans ton équipe peut faire aussi bien ou mieux». Et là, tu vas apporter beaucoup de valeur à ton équipe en général et à l'entreprise en particulier. Il y a aussi un concept super intéressant de limite supérieure. Comment, inconsciemment, tu peux te saboter dans ta réussite, quoi. Et ça, il y a des trucs qui m'ont fait tilt des fois, tu vois, sur des choses. Ah bah, je l'ai là, ouais. Des comportements de limite supérieure. Je te cite quelques exemples. Donc, les plus courants, s'inquiéter, blâmer et critiquer, tomber malade ou se blesser, se disputer, ne pas tenir ses promesses, et cetera, et cetera. Et en fait, là, il t'invite juste à noter quand tu es face à ce comportement et petit à petit, cette prise de conscience, tu dis: «Mais en fait, oui, c'est un autosabotage». Moi, ça m'est déjà arrivé, tout fonctionne bien et du coup, paf, tu te blesses, quoi, comme par hasard. Tu vois? C'est un moment,
ça révèle aussi des peurs peut-être de réussir et c'est super intéressant d'être attentif à ça. Et puis l'autre chose que j'ai trouvé super dans ce bouquin, il y a 2 autres choses, les barrières cachées, donc ce qui nous empêche d'aller dans notre zone d'excellence et là, je vais juste donner les titres parce qu'il y en a que 4 donc ça permet déjà de réfléchir et peut-être de donner envie de lire le bouquin. Numéro 1, se sentir fondamentalement imparfait. Ça, c'est syndrome de l'imposteur, tu sais? Si je Ouais. résume. Après, numéro 2, c'est déloyauté et abandon, plus dans le sens, je viens d'une famille qui est à telle, de telle catégorie sociale. Si moi j'arrive au-dessus, je l'ai trahi. Donc c'est ça en lien avec l'éducation et les valeurs transmises par la famille et moi j'ai rencontré pas mal de monde qui a ça, du genre, bah, j'ai des amis coachs qui ont été éduqués dans le avec comme principe: «Sois discrète, te fais pas remarquer». Bah, Mmh. typiquement, si tu deviens un peu trop, présent, tu as un peu trop de succès, tu es un peu visible, tu peux te ressentir en déloyauté par rapport à ton éducation. Donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir et puis éventuellement discuter aussi, si tu as l'occasion avec tes parents, parce que c'est important d'aller au-delà et je donnerai un exemple personnel de comment moi j'ai géré une barrière que j'ai identifiée chez moi. La numéro 3, c'est croire que plus de succès entraîne un plus grand fardeau et typiquement pour un entrepreneur, mais même pour un manager, tu peux te dire: «Ouais, OK, bon, j'ai une petite équipe de 5 personnes, ça va. Ah ouais, mais si on m'en donne 15, ça va être horrible». Comme si tout se multipliait par 3 et en fait, c'est pas le cas. Mais c'est des choses qui sont intéressantes aussi à identifier parce que ça peut te bloquer dans ton évolution. Et la 4, c'est celle qui m'a parlé, personnellement, c'est le crime d'éclipser les autres et quand j'ai lu la description qu'il en fait, je dis: «Bon sang, ah mais je suis carrément là-dedans». Donc après, c'est la peur de briller, c'est tout ça et j'ai réalisé que ça venait de mon éducation. C'est-à-dire que, ma mère, elle nous a toujours dit: «On se vante pas, interdit de se vanter, c'est vraiment moche», mais vraiment on se faisait engueuler si jamais et j'ai des souvenirs de cas où je me suis rendu compte que un de mes cousins avait pas été éduqué pareil et donc lui, il disait de lui qu'il était très intelligent et ça me choquait mais profondément. Ça, c'est le 1er point et après je me suis dit: «Ben, en fait, ouais, la peur d'éclipser les autres, je l'ai par rapport à ma petite sœur». Parce que pour elle, la scolarité a été plus complexe que pour moi et ça l'a pas empêché de réussir très bien, hein. Du coup, moi, j'avais ça en tête que ma mère était allée voir les instits pour dire: «Vous comparez pas mes 2 filles, c'est pas les mêmes et il y a pas» et j'ai gardé ça et donc ce que j'ai fait, je disais: «C'est important d'en parler une fois que tu as mis le doigt dessus», c'est que j'en ai parlé à ma sœur. Je dis: «Voilà, j'ai identifié chez moi cette peur d'éclipser les autres. Elle est liée à l'éducation de maman, mais aussi à toi». Je dis: «J'ai l'impression, tu vois, comme quand on était petite, que si, je réussis trop bien ou trop facilement, peut-être je vais te faire de l'ombre et du coup, je suis pas à l'aise avec ça. Alors j'ai besoin que tu me dises, est-ce que si je réussis, je te fais de l'ombre?» Et là, elle commence à rigoler. Je dis: «Non, mais je sais que ça paraît bête comme question, mais j'ai besoin d'entendre ta réponse. Même si je peux l'imaginer, il faut que je l'entende venant de toi». Elle m'a dit: «Mais bien sûr que non, plus tu réussis, plus je suis fière de toi, alors vas-y, quoi». Et ça tient qu'à ça, c'est d'enlever un blocage juste, voilà, en ayant une discussion qui a pris 5 minutes, mais ça fait partie de la connaissance de soi et j'invite tout le monde à faire ce chemin-là. Dernier point qui est super intéressant dans le bouquin, c'est le rapport au temps. Comment est-ce qu'on a l'habitude finalement de se positionner comme une victime du temps? Et je vais aller vite parce qu'après, il faudra lire le livre. Victime du temps, c'est-à-dire, ouais, j'ai pas le temps. Et en fait, tu l'as toujours le temps si tu as envie. C'est qu'une question de priorité. Et en fait, il donne un exemple qui est assez frappant. C'est de dire, tu es en télétravail chez toi, tu es en train de bosser sur un truc et tu as ton gamin qui vient et qui dit: «Ah, j'aimerais bien jouer avec toi». Tu vas lui dire: «J'ai pas le temps». S'il vient et qu'il te dit: «Je me suis planté un couteau dans la main», là, bizarrement, le temps, tu vas le trouver. Donc on est d'accord que c'est une question de priorité. Et en fait, c'est de changer un peu ça, plus mettre en victime du temps, mais en quelqu'un qui contrôle le temps. C'est toi qui le crée ton temps finalement, en disant au lieu de dire: «J'ai pas le temps», c'est: «Pour l'instant, je préfère finir ce que j'ai commencé de faire et je jouerai avec toi plus tard». Voilà, arrêtez de prendre le temps comme excuse et ça, c'est aussi un truc, qui est super intéressant et moi, depuis que j'ai lu ça, bah, je ne dis plus: «Je n'ai pas le temps». Je dis: «Je n'ai pas pris le temps de faire quelque chose», mais je dis plus jamais: «Je n'ai pas eu le temps», parce que si j'avais voulu l'avoir, je l'aurais eu. Voilà ce que j'avais à dire sur ce livre. Super teasing, avec, les grandes lignes. Donc écoute, je vais investir, je vais lire, Le Grand Saut. Je vais faire le grand saut, je vais le lire et je te dirai, je te ferai un Ouais, retour. Mais avec chouette, en tout plaisir. cas, tu donnes très envie de le découvrir et d'aller un peu au-delà. Et puis pour clôturer le podcast, je pose toujours cette question-là: est-ce qu'il y a un sujet, un thème qui te semblerait pertinent qu'on explore dans le podcast, si l'occasion se présente et si l'univers m'envoie, des personnes qui maîtrisent un sujet en particulier? Est-ce que tu aurais des idées ou des envies en particulier? Alors, j'ai pas écouté tous les épisodes, je te l'avoue, et je sais que tu as déjà balayé pas mal de thématiques. Je pense qu'il y a une thématique qui est intéressante qu'on évoque
évoques un petit peu dans le sommet, mais Mmh, qui pourrait intéresser aussi tes auditeurs, c'est tout ce qui est un peu plus lié au slow working, à la slow life et notamment, je peux te donner un contact avec plaisir, de je note, quelqu'un oui. qui c'est Mmh, Leslie Passerino. Elle vit au Québec, c'est une Française et elle a cette approche-là qui est, très successful, j'ai envie de dire, pour elle mmh. et pour les personnes qu'elle coach. Ça fait partie de ses casquettes. C'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de choses différentes. Arrive à préserver son équilibre de vie, à être présente aussi pour ses enfants. Je crois qu'elle en a 3 si je dis pas de bêtises et pour autant, elle est dirigeante d'entreprise, elle a aussi une entreprise de coaching, elle a une mission, pastorale, enfin bon, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et ce concept de slow life lui permet d'être plus efficace, plus productive et donc de garder du temps pour elle et pour sa famille et je trouve que c'est certainement ce dont le monde a besoin en ce moment. Eh ben, écoute, je prends le contact avec plaisir. Je prendrai contact avec elle, avec ton trait d'union entre nous et Oui, je lui vas-y de proposerai ma si elle part est et partante. je suis sûre qu'elle sera partante. Trop bien, super. Merci beaucoup pour ce super contact. Excellente idée. Eh ben, écoute, en tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'était un vrai plaisir de t'avoir au micro. Je mettrai bien sûr le lien pour s'inscrire au sommet, tes coordonnées pour te retrouver sur LinkedIn, le grand saut pour pouvoir le commander s'il y en a qui souhaitent le lire et le découvrir. Et puis, bah, écoute, en tout cas, je te dis à très vite et j'espère à très vite pour nos auditeurs et auditrices sur les masterclass. À très bientôt et merci encore pour ta contribution au sommet. J'invite tout le monde à venir au moins pour ta conférence à toi. Et pour toutes les autres, pour les 13 autres. Après, ils auront envie de rester. Bon, bah, en tout cas, merci encore, Cécile, et à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.